C'est parti. Bonjour. Merci d'être là. C'est une capsule que j'avais quand même hâte de faire. Je voulais parler du packaging point of sale, donc ou packaging point de vente ou packaging point of purchase, qu'on voit des fois aussi. Ça a plein de termes là, différents sur le milieu. J'ai mis un petit exemple ici d'un packaging que je trouve intéressant, qui d'ailleurs a gagné là, des prix pour son originalité. Je veux faire une distinction d'abord entre le packaging ordinaire puis le packaging point of sale, au sens où le packaging qu'on voit ici à gauche sert à protéger pendant le transport, sert à optimiser le rangement, donc en ranger plus, par exemple, sur les tablettes, ce genre de choses-là. Communiquer aussi de l'information aux acteurs logistiques, c'est-à-dire le commerçant, par exemple, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Donc, c'est important qu'un packaging comme ça soit écrit, c'est quoi le produit, combien d'unités dans la boîte. Versus le packaging point of sale, mais lui s'adresse vraiment aux consommateurs. Donc, il y a aussi une fonction de protéger, mais lui, il veut protéger en magasin. Donc, protéger des manipulations, des fois, des clients qui se promènent dans le magasin, protéger aussi quand le commis va les déplacer sur les tablettes. Donc, il y a ces fonctions-là. Il y a aussi une fonction d'optimiser les ventes, on va y revenir un peu plus tard, mais de présenter, en fait, le produit, puis donc de communiquer au consommateur l'information qu'on veut communiquer. Donc, c'est important de faire la distinction là, entre, tu sais, des fois, on parle de packaging. Le packaging pour le transport, c'est une chose, mais le packaging rendu en magasin, c'est autre chose. Ensuite de ça, des choses qui sont importantes de distinguer. Quand je parle de présentoir de plancher, c'est le genre de truc auquel je fais référence. Donc, il y a vraiment toutes sortes de formes de présentoir de plancher. C'est vraiment là, le design de packaging, c'est un pan du design industriel qui est peut-être un peu méconnu, puis qui est un petit peu à cheval en même temps sur le design graphique, là, on ne se le cachera pas, puis quasiment aussi sur le marketing. Fait que c'est au croisement de design industriel, design graphique, marketing. Il y a peut-être des gens ici qui vont se ramasser là-dedans dans le futur, là, c'est pas impossible, parce que c'est un domaine où il manque pas de travail d'habitude. Donc, c'est ça. Les présentations de plancher que je montre là, j'ai deux exemples qui sont bien différents, là. Donc, celui à gauche pour les bouteilles Saint-Germain, qui est un alcool, qui va servir à présenter un seul produit. Puis celui de droite, donc de Colgate, qui lui présente plusieurs produits. On a du rince-bouche, des pâtes à dents, de la brosse à dents, donc ces choses-là. Ensuite de ça, on peut retrouver à peu près la même chose sur le comptoir. Donc, des présentoirs de comptoir, c'est un type de packaging encore là, mais qui plutôt que de se retrouver sur le plancher, donc d'être debout, si on met ça sur une surface hauteur comptoir. Donc, ça peut contenir l'inventaire qu'on veut vendre. Par exemple, ici, celui de gauche avec Colgate encore contient les brosses à dents puis les pâtes à dents. Peut-être même que ça, c'est shippé là, avec le stock déjà dedans. Donc, ça, probablement que ce présentoir-là, on le met dans une boîte et le commerçant reçoit la boîte, l'ouvre et le présentoir est déjà monté. Il fait juste prendre ça, le déposer sur son comptoir et c'est prêt à vendre. Ça contient l'inventaire, versus l'autre de droite de Harman & Kardon, qui est une compagnie de speakers haut de gamme. Ça, c'est un présentoir qui sert vraiment à donner de la valeur au produit et à le présenter, mais l'inventaire n'est pas contenu dans le présentoir. L'inventaire serait rangé ailleurs. On peut penser, par exemple, chez Bureau en gros, on voit ça souvent en électronique, là, des fois pour des claviers ou tout ce qui est électronique. Il y a ce type de présentoir-là qui servent à donner de la valeur au produit. Donc, c'est un autre type, si on veut, de présentoir ou de packaging. Ensuite de ça, pour ce type de présentoir-là, il y a plusieurs matériaux qui sont plus couramment utilisés. J'en ai identifié, moi, ceux que je connais le plus, ceux avec lesquels j'ai le plus travaillé ici. Puis c'est important de penser, vous avez remarqué que c'est des matériaux qui sont assez peu coûteux, là, parce que du packaging ou un présentoir, ça a une durée de vie. C'est pas quelque chose qui va durer aussi longtemps que la vie utile du produit, par exemple. Un présentoir va durer le temps que le produit va être vendu, mais un coup que le présentoir est vide, souvent, on le jette.
Donc, dépendamment, là, il y a certaines situations où on le remplit, mais là, ça demande d'autres considérations. Donc, il faut que ça soit réfléchi dans la chaîne logistique. Mais souvent, les présentoirs, par exemple en carton, vont se ramasser au recyclage quand ils sont vides, puis on recommande du nouveau stock. Donc, c'est des matériaux qui sont relativement peu coûteux. Le reboard, c'est ce que vous voyez en bas à droite, normalement, c'est un type de carton qui a de la structure. Donc, c'est assez utile parce qu'on peut imprimer dessus des visuels, on peut faire toutes sortes de formes. Le corrugué, ça a un petit peu moins de structure, mais on peut, avec des pliages, réussir à lui donner une certaine structure. On peut imprimer dessus aussi. Ça a l'avantage, le corrugué, d'être vraiment pas cher. Le PVC, on peut le thermoformer. Donc, ça a l'avantage de pouvoir mettre différents produits là, dans un trait de PVC. Des fois, on voit ça à la pharmacie. Là, certains produits de beauté, par exemple, sont dans des petits escaliers, dans des petits trous. Donc, c'est souvent là, du plastique thermoformé comme ça. L'acrylique, une sémantique un peu plus haut de gamme. Fait qu'on voit ça aussi dans les pharmacies pour les produits de beauté. Le métal va être le plus durable d'entre tout ça. Par contre, c'est un petit peu... il faut faire attention parce que des fois, ça peut avoir l'air cheap. Donc, puis ensuite de ça, le MDF c'est quand même un entre-deux intéressant. On peut faire un peu toutes sortes de choses avec le MDF. Ensuite de ça, juste excusez, le reboard, c'est comme du gaufré. J'ai déjà entendu ça comme carton alvéolaire. Si tu cherches une référence là, en français, là, ça serait du carton alvéolaire. Sinon, moi, le mot que j'ai entendu, c'est reboard. Gaufré, je connais pas ce type de... Mais peut-être. J'ai déjà vu, parce que là, le reboard qu'on voit là, vois-tu, les lignes de carton à l'intérieur ont un certain pattern. Il en existe avec d'autres types de patterns. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Gabriel. Tu peux me répondre par la voix, s'il te plaît? Parce que Oui, en fait, d'après moi, c'est un peu comme ça. Là. Du gaufré, c'est un peu comme des alvéoles. Là. C'est vraiment comme un affaire que tu viens déplier dedans. C'est plus utilisé souvent dans du bois que tu vas mettre entre. Là, mais je sais qu'il y a des gros de carton. Des fois, moi, j'ai commandé un meuble chez Ikea, puis il y avait ça dedans. C'est que... Oui, effectivement, IKEA font certains packaging avec du genre de reboard un peu moins solide. Il est effectivement là, découpé en alvéoles là, plutôt là, que comme là, très, très serré. Fait que, dépendamment du pattern, ça va être plus ou moins solide. Donc, les propriétés mécaniques vont être différentes. Là, mais c'est un carton qui est super intéressant. Ça a le défaut d'être quand même cher. Puis, il faut le couper à la CNC. Fait que, tu sais, comme là, on voit l'image de reboard qu'il y a là, c'est un V. Ça, c'est coupé avec une CNC, là, avec donc une découpeuse numérique qui a une lame en V. Donc, cette lame-là en V vient découper dans le carton, puis ça nous permet de le plier après. T'sais. Mais le problème avec la CNC, c'est que c'est quand même coûteux à opérer. Donc, ça a des implications au niveau de la fabrication de reboard que, par exemple, le corrugué, souvent, ça va être punché. Donc, c'est un die, puis on va en voir un peu plus loin. Là, c'est une planche avec des lames qui viennent couper le carton, puis après ça, on peut le plier facilement. Donc, c'est plus facile de travailler avec du corrugué, puis c'est moins coûteux que du reboard. Par contre, le reboard est vraiment plus fort structurellement. Donc, après ça, c'est selon le projet, selon le budget qu'on a, on choisit un matériau là, qui convient le mieux, dans le fond. C'est le même principe qu'en design de produit, finalement. C'est comme design de produit, mais appliqué à d'autres, avec d'autres considérations. Jusque-là, est-ce que si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Allez-y plus avec la voix, parce que je ne vois pas, comme je disais, le chat. Là. Mais j'entends pas de voix, fait que je vais prendre pour acquis qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais parler un petit peu de présentoir. Puis, je vais parler, là, on va tomber plus dans le détail, d'emballage individuel. Probablement que c'est ce à quoi vous aviez en tête quand vous avez lu packaging. Je vous ai peut-être un peu pris par surprise avec les présentoirs, mais c'est partie, honnêtement, de cet univers-là. Donc, les emballages individuels, il existe toutes sortes, puis toutes les affaires se mixent. Il n'y a pas une liste exhaustive, à ma connaissance, en tout cas, qui puisse tout recenser, parce que tout se peut, puis des fois, on est créatif là-dedans, puis on
on vient mélanger des matières, mélanger des types d'emballage. Ce que je vais faire là, je vais juste en présenter quelques-uns que moi, c'est ceux que j'ai le plus utilisés, puis ceux que je trouve qui pourraient peut-être bien s'appliquer aussi là, à vos projets. Donc, d'abord, la classique boîte en carton. Je ne surprends pas grand monde avec ça, sûrement. Donc, la boîte en carton, c'est celle-là qui est le plus utilisée parce que c'est la plus facile, c'est-à-dire c'est pas coûteux à faire. Du carton, ça coûte pas cher. Comme je disais tantôt, on vient prendre une feuille de carton qu'on imprime d'abord, puis ensuite de ça, on la punch. Donc, on a comme c'est un gros panneau d'MDF dans lequel on est venu insérer des lames. Ces lames-là viennent couper notre feuille. Donc, ça, on fait ça là, en série, puis assez, à partir de, je sais pas, là, 200-300 morceaux, là, ça vient qu'à valoir la peine de payer pour ce truc-là qui vient découper là, avec une lame. Quand je parlais d'un die line, c'est ce qu'on voit en bas à droite de mon image, donc la boîte qui est dépliée au complet. C'est le genre de truc qui se dessine souvent dans AutoCAD. Sinon, moi, je me suis débrouillé avec Illustrator une bonne partie de ma vie active de designer de packaging. Puis, sinon, ben, c'est le fournisseur. Des fois, le fournisseur, tu sais, comment je travaillais souvent avec mes fournisseurs, c'est que je leur envoyais les mesures que j'avais besoin, puis eux me renvoyaient un die line. Après ça, je remplissais ce die line-là avec du visuel. Il existe aussi des sites pour faire des boîtes de carton. Je pense que Christophe Robillard, quand il a fait sa capsule sur le prototypage, en a parlé un petit peu. Donc, il existe toutes sortes de sites où on peut faire des boîtes, là, des boîtes gratuitement. Puis, des fois, ces boîtes-là vont nécessiter un insert parce qu'on n'a pas toujours, tu sais, j'ai mis des boîtes de pâtes en bas à gauche. Les pâtes faciles, on les prend puis on les sac dans la boîte. Mais c'est sûr que si on a un produit comme un pot, ben, comme on voit sur l'image en haut, l'espèce de pot avec le ruban brun dans la boîte beige, donc il y a un insert en carton qui est mis à l'intérieur de la boîte dans lequel on vient mettre le produit. Je n'ai pas eu l'autre question ensemble. Ensuite de ça, donc, c'est simple, peu coûteux à fabriquer. Il y a beaucoup de surface pour imprimer. Ça, c'est un autre bel avantage. On peut mettre de l'info. Si on a besoin de mettre de l'information, comme des modes d'emploi, comme des fois pour la nourriture, c'est des ingrédients, ce genre de choses-là, il y a beaucoup de place pour mettre de l'info. Une affaire à faire attention, j'ai mis aussi les boîtes de pâtes pour une raison. Vous voyez le petit carré bleu pâle? Avant, Barilla faisait ces emballages-là avec une fenêtre. Puis on voyait les pâtes à l'intérieur. Puis on fait ça pendant des années. Ils ont fini par réaliser que ils ne peuvent pas recycler la boîte rendue au centre de tri parce que la fenêtre, c'est un autre matériau. Puis les gens ne prennent pas la peine de venir décoller la fenêtre quand ils mettent la boîte au recyclage. Donc, ils ont dit, bon, mais on n'a plus besoin de mettre la fenêtre. Les gens, ils connaissent ça, les pâtes, de toute façon. On met une photo, puis ça marche. Donc, ils ont enlevé complètement la fenêtre, puis ils ont fait une boîte pleine. Ça permet aujourd'hui de recycler les boîtes, qui soient recyclées rendues au centre de tri, parce que c'est uniquement du carton. Donc, quand on vient mixer des matières, pour le recyclage, c'est plus complexe. La petite boîte de crayon, c'est juste pour vous montrer, là, mais vous connaissez ça, c'est juste que des fois, on ne porte pas attention. Le petit trou dans le haut, donc le trou classique pour venir mettre sur un crochet. Les boîtes, ça a l'avantage de pouvoir, c'est solide, puis on peut le déposer sur une tablette. Si on veut être capable de l'accrocher sur un crochet, ça nous prend un petit trou. Ensuite, d'abord, avez-vous des questions par rapport aux boîtes ou par rapport à ce que vous voyez là sur l'image? Y a-t-il des trucs que vous demandez comment c'est fait, tout ce genre de choses-là? Ça va. Non, ça va. Fantastique. Ensuite, le clamshell, c'est quelque chose avec lequel j'ai travaillé aussi. C'est probablement le packaging le plus détesté chez les consommateurs, simplement parce que c'est vraiment de la merde à ouvrir. Puis c'est volontaire. C'est volontaire que ça soit difficile à ouvrir. L'objectif d'un clamshell, c'est de protéger un peu le produit qu'il y a dedans. Si la souris qu'il y a là n'était pas dans cet emballage-là, ben, ça serait facile de la prendre puis de la mettre dans mes poches de manteau, par exemple, puis de la voler. Donc, le fait de la mettre dans un gros emballage, ça rend ça plus difficile à voler. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, des fois, il y a des produits, par exemple, dans le temps, on vendait des couteaux, puis les couteaux, on les mettait dans des clamshells parce que tu ne veux pas que le client, quelqu'un de mal intentionné, par exemple, prenne le couteau
et braque le commerce avec le couteau qu'il a pris dans le commerce. Donc, tu viens le mettre dans un clamshell qui fait que tu es obligé d'attendre d'être rendu chez vous pour l'ouvrir, pour pouvoir accéder aux produits qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça, c'est un peu l'avantage de ce packaging-là. Il y a aussi le fait que ça nous permet de le déposer aussi sur une tablette, un peu comme la boîte tout à l'heure, et de mettre un trou pour l'accrocher sur un crochet. Fait que c'est un autre avantage, là. Puis, on a aussi beaucoup d'espace. Tu sais, ça, c'est un morceau de plastique qui est thermoformé, là. C'est un clamshell comme ça. Donc, c'est une feuille de plastique, on met une forme en dessous, un boc qu'on appelle, puis on met la feuille de plastique, on la fait fondre, puis on aspire avec un aspirateur en dessous. Donc, ça forme autour. Puis après ça, on peut venir mettre à l'intérieur du carton qu'on imprime, puis là, on met le visuel, l'information qu'on veut communiquer à notre consommateur sur ce carton-là. Donc, c'est ça. Ah oui, puis ça permet de voir le produit aussi. C'est un autre avantage, ça. On voit, tu sais, quand on a un produit, surtout comme là, un produit techno plutôt, quand on a des courbes qu'on veut pouvoir montrer, qu'on veut que le consommateur, tu sais, versus une boîte où tu ne vois pas le produit qu'il y a dedans, ça nous permet de le voir. Fait que, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut communiquer au consommateur, on peut aller vers un packaging comme ça. Un autre packaging utilisé super souvent, c'est les cartes et les blisters. Comment je différencie carte et blister, en fait? Ce qu'on voit à gauche, qui a un graphisme, ma foi, d'une autre époque, ben, c'est ce que je vais appeler plutôt une carte, du fait où, donc, c'est un morceau de carton qui est découpé, puis il y a des trous dedans. Puis là, ben, il y a les petites attaches que vous voyez en haut à gauche, des twist ties. Donc, on vient déposer le produit, on met les twist ties, puis on twist en arrière, on attache les produits comme ça. Versus le blister, qui est celui-là le Tipex, là. Donc comme du autocorrecteur. Du correcteur. Donc, c'est encore là un plastique thermoformé, mais qui, lui, est collé sur la carte. Donc, sur la carte en carton. Les avantages de ces cartes-là, c'est que c'est vraiment pas cher à fabriquer. Là. On n'a pas de. C'est un petit morceau de carton. C'est pas obligé d'être aussi gros que le produit non plus. Des fois, il y a moyen de mettre une carte juste dans le haut du produit puis d'attacher le produit en dessous. Par contre, il y a des manipulations. T'sais, si vous voyez les cartes avec les trous puis les petits twist ties, dites-vous que chaque trou et chaque twist tie, c'est un être humain qui le prend puis qui le met puis qui le twist. Fait que vous pouvez vous imaginer que sur une carte qui a 10 petites attaches comme ça, ben, il faut que la personne vienne twister sur les 10 trous, puis après ça, c'est un produit. Donc là, quand tu fais 500 000 ou 10 000 produits, ben, ça fait beaucoup de temps à twister des petits twist ties, là. Donc, des fois, c'est peut-être pas nécessaire de mettre autant de trous, puis on peut réfléchir à, OK, ben, si j'en mets un là, au lieu d'en mettre deux là, ben, ça me sauve du temps de manipulation. Il y a aussi moyen d'utiliser le produit puis d'accrocher le produit avec les fonctions du produit. C'est pour ça que j'ai mis le nœud papillon. On n'a pas besoin de twist tie, on utilise les fonctions du nœud papillon pour l'attacher sur la carte. C'est quelque chose qui se fait aussi. On peut découper les cartes d'une façon funky aussi. C'est assez facile de venir faire une découpe en forme de tête de chien, par exemple, parce qu'on veut un produit pour chien. Puis, ben, on met un trou, puis on a une tête de chien qui est découpée, puis on a le produit sur le milieu. Donc, c'est quelque chose qui se fait très, très bien là, avec des cartes. Plus avec des cartes qu'avec des boîtes, en fait. Donc, il y a ces avantages-là. Finalement, ben, les rubans, les cartes, les collants, tous ces petits trucs-là qui comptent comme du packaging, mais qui n'ont pas les fonctions de l'accrocher sur un crochet ou déposer sur une tablette. C'est vraiment plutôt pour communiquer de l'information. Donc, on veut mettre un code barre, par exemple, un logo, on veut communiquer l'information de la marque. Donc, c'est utile, ce genre de truc-là, mais c'est souvent nécessaire, en fait, là, parce que, mettons, un code barre, la majorité des produits, on en a besoin. Donc, c'est ça. Ça, encore là, il existe toutes sortes de matériaux, là, du carton, du papier, des stickers plastifiés, toutes sortes de choses. Finalement, quelques petits juste trucs à garder en tête quand on fait du packaging, c'est d'abord le contexte. Où est-ce que le produit va se retrouver? Est-ce qu'il va être accroché sur un crochet? Est-ce qu'il va être déposé sur une tablette? Est-ce qu'il va être au comptoir? Est-ce qu'il est dans un magasin qui est plein de couleurs, plein de choses sur les tablettes? Ou est-ce qu'il va se retrouver dans un magasin où il y a un objet par tablette, puis que tout est, il faut l'épurer, puis tout? Les choix de packaging qu'on va faire ne seront pas les mêmes dépendamment du contexte.
C'est quoi la compétition? Qu'est-ce que les autres compagnies qui vendent ce type de produit-là, ils font eux autres comme packaging? Puis comment est-ce qu'on fait, nous, pour différencier notre produit, pour dire que notre spatule, par exemple, est plus haute que la spatule de l'autre? Est-ce qu'on peut utiliser le packaging comme un élément pour communiquer ces informations-là? Donc, le contexte, c'est important à prendre en compte. La manipulation aussi. Donc, tu sais, je suis tombé sur ce packaging-là tantôt. Je trouvais ça excellent. C'est super beau. C'est vraiment beau, c'est vraiment léché. Mais moi, j'imagine la personne qui met chacun des clous un par un dans les trous, là. Et je me dis, si j'avais désigné ça, mon boss, là, il m'aurait tombé dessus, là. Je veux dire, je ne peux pas payer un employé à mettre chacun des clous un par un comme ça. C'est complètement ridicule, tu sais. Donc, il faut garder en tête que les choix de packaging qu'on fait, c'est des êtres humains qui vont prendre les produits puis qui vont le mettre dans la boîte. À moins de travailler pour Nestlé, puis d'avoir des machines immenses, parce que tu fais une run de 100 000 unités, fait que là, tu as une jig, c'est ta machine qui te permet de faire ton packaging. Mais sinon, la majorité du temps, c'est des êtres humains qui packagent les produits. Donc, il faut réfléchir il ne faut pas non plus que ces personnes-là aillent à manipuler. C'est correct là, qu'il y a de la manipulation, mais d'avoir à placer 200 trous comme ça, un par un, pour un petit truc qui doit se vendre probablement 3-4 piastres, c'est comme pas rentable à quelque part. Là. Même chose pour les cols, les pliages. Tu sais, si ta boîte, tu as une belle boîte qui est super funky, qui a une forme vraiment intéressante, mais si tu as 4 flaps de colle, puis il faut que tu colles un, puis là, tu plies 2, 3, puis là, tu recolles un autre, puis là, tu sais, si c'est trop compliqué à expliquer, tu sais, la personne qui va l'emballer, probablement que tu ne rencontreras jamais, que tu ne pourras jamais expliquer, puis elle n'a peut-être pas de secondaire 5. Fait que attends-toi pas à ce qu'il puisse faire quelque chose de super compliqué, comme on peut simplifier la manipulation, c'est toujours une bonne chose de simplifier la manipulation. Donc, c'est ça. Toujours à prendre en compte. Ensuite, le coût du produit. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'on a le même packaging, mais pour 3 produits de gamme différentes. Okay, les écouteurs focales qu'on voit à gauche, je pense qu'ils vendent ça quelque chose comme 4 000 $. Fait que quand tu achètes ces écouteurs-là, tu veux avoir une boîte qui dit « OK, c'est correct, ça vaut 4 000 $ mon affaire. » Versus, si on regarde les JBL en haut à droite, c'est plutôt probablement 100 ou 300 dans ces eaux-là. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même gamme. Mais on connaît assez bien la marque que si on remarque la boîte derrière, il n'y a pas de fenêtre, on voit le logo, on voit le produit en gros, puis on comprend c'est quoi le produit, puis on y fait confiance. Versus le produit d'en bas à droite, les écouteurs néons, que ça, on est plus dans l'ordre du 15 $. Fait qu'on a un packaging qui reflète ça. T'sais. Donc, si on a un produit qui vaut très, très cher, on a un peu plus de marge pour utiliser des matériaux un peu plus de qualité. Versus un produit qui est vraiment pas cher, on ne peut pas mettre 50 %, quoi que c'est déjà vu, là, mais de mettre 50 % du coût de ton produit sur le packaging, à un moment donné, ça vaut plus la peine. S'il faut que tu vendes ton produit le double du prix parce que ton packaging te coûte 2 $ au lieu de te coûter 50 cents, ça fait quand même une différence. Fait que, versus, c'est ça. Puis après ça, je trouve ça intéressant, juste tandis qu'on est là-dessus, là, la boîte de gauche focale, vous remarquerez que le foam qu'il y a dans le haut, c'est des triangles, donc c'est une référence au padding d'isolation de son. Puis c'est un choix esthétique, là, ça sert absolument à rien, là, ou presque. C'est vraiment juste pour communiquer l'énergie du produit, de dire ça va être isolant quand tu vas te les mettre sur les oreilles, ça va être isolant. T'sais. Je rajouterais même les personnes qui sont achetées un cellulaire neuf dernièrement. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, sur les boîtes de cellulaire, on ne voit même plus le téléphone sur la boîte. C'est le nom, la marque, tout ça. Parce que souvent, quand on a acheté le téléphone, on le connaît, le modèle. On sait qu'est-ce qu'on a acheté. Quand tu es rendu à avoir la boîte dans les mains, tu n'es plus en train de choisir est-ce que je prends celui-là ou celui-là. J'ai la boîte dans les mains, c'est parce que je l'ai acheté. Puis je l'ouvre. Puis là, tout ce qui compte, c'est l'expérience de faire vivre à ton client, de dire inquiète-toi pas, tu as pris une bonne décision. Tu as bien fait de dépenser 500, 1000, 2000 sur ce téléphone-là. Donc, c'est ce qu'on essaie de communiquer à notre consommateur. Et non pas, ça crie pas achète-moi ou regarde-moi. On ne compétitionne plus pour de l'attention sur ce type de produit-là. On est plutôt dans rassurer le client sur
sur son choix. Je pense que j'en avais un dernier. Ah oui, la créativité. Il y a moyen d'être super créatif avec le packaging. On peut penser par exemple à la vie après la vente. Le crayon à gauche, il y a comme une espèce de sleeve, une manche en carton, puis à l'intérieur, c'est un petit truc en liège. Puis ce truc en liège-là, il sert de stand pour ton crayon après quand tu l'as chez toi. Est-ce que c'est poussé un peu peut-être, là, mais c'est une attention qu'ils ont faite comme ça à donner une vie à leur packaging. Ensuite de ça, ben, on peut vouloir mettre en valeur la marque de notre produit avec notre packaging. C'est le cas avec le poisson en bas à droite. Donc, c'est une bouteille d'un alcool qui semble s'appeler Fish Club. Et donc, ils viennent mettre en valeur le Fish Club en mettant une forme de poisson dans leur packaging. Ou on peut mettre en valeur les features de notre produit aussi. Les trucs White Brights là, pour chiens, ces trucs donc, qui viennent blanchir les dents des chiens. Donc, pour communiquer que ça blanchit les dents des chiens, ils ont fait des dents avec le produit. Donc, ils mettent en valeur le features. Donc, il y a moyen, avec le packaging, de mettre en valeur presque ce qu'on veut. Le rendu là, c'est des questions de choix. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous comme designer, puis qu'est-ce qui est prioritaire souvent pour les boss, là, qu'est-ce qu'on veut communiquer. Donc, ça fait le tour de ma capsule. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Avez-vous des questions? Pas de questions? Fantastique. Sur ça, ben, passez une belle soirée. Oh, et tu... Ah ben, ça fait plaisir. C'est bon. On va passer une bonne soirée. Salut.